Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 4 ans, et dans la vie je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'ai destiné ma pratique aux femmes et aux enfants, en particulier dans cette période charnière autour de la grossesse, de la naissance et du postpartum, avec une spécificité, permettre aux bébés de mieux téter pour mettre en place un allaitement serein en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, qui vous apporteront lors d'épisodes experts les informations les plus justes et vous permettront de vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif, il est très simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet, que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serais très reconnaissante de prendre 1 minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Place aujourd'hui à la 3e et dernière maman de cette série consacrée aux fentes labiopalatines. C'est Ève et son fils Oscar qui vont nous livrer leur histoire. On le sait, allaiter est un don de soi. Tirer allaiter exclusivement votre bébé l'est encore plus, mais c'est une option largement envisageable quand vous apprenez lors de votre grossesse que votre enfant sera porteur d'une fente labiopalatine. Parce que pour lui, tenir le mamelon en bouche et tracter le lait depuis votre sein peut être particulièrement compliqué, voire impossible. Ève savait que c'était une possibilité, mais malgré toutes les difficultés qu'elle va rencontrer, elle y croit. Elle garde cet espoir qu'un jour Oscar puisse s'alimenter directement au sein. Et d'ici là, elle décide de ne pas se laisser le choix. Elle tirera l'être à son fils avec discipline, comme elle l'explique, et lui offrira le meilleur, et ce, quoi qu'il en coûte pour elle. Car ce mode d'allaitement qui dure depuis maintenant 15 mois est le seul moyen de se nourrir d'Oscar, qui n'a pas encore pu être diversifié. Je vous laisse avec le joli témoignage d'Ève, sa fatigue palpable, sa ténacité, qui pourrait parfois ressembler à de l'acharnement, mais dont on retiendra l'amour pour son bébé et l'envie de lui donner ce qu'elle considère être le meilleur pour lui, son lait. Oscar, quant à lui, s'excuse d'avance d'avoir gratouillé non loin du micro de sa maman durant les quelques minutes où il nous a rejoints. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Ève, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour. Ève, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui nous écoutent, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants ? Bien sûr, alors je m'appelle Ève, j'ai 30 ans, je vis dans les Vosges et je suis la maman de 2 petits garçons, Léon, 3 ans bientôt et demi, et Oscar, 15 mois. Ok, très bien. J'ai allaité mon premier garçon pendant un peu plus d'1 an, et c'était un allaitement au sein tout à fait normal. Ouais. Et j'ai dû arrêter suite à la reprise d'un de mes médicaments pour une de mes pathologies. Voilà. Et là, j'allaite le second Oscar depuis bientôt 15 mois. Et la particularité de l'allaitement d'Oscar, c'est qu'Oscar est né, donc lui aussi, t'es la 3e de notre série sur les fentes labiopalatines. Et donc Oscar, malheureusement, né avec cette malformation et c'est venu bouleverser les projets d'allaitement que t'avais. Exactement. Alors raconte-nous, toi, à quel moment est-ce que tu as le diagnostic de cette malformation faciale qu'Oscar va présenter ? Alors en fait, mon gynécologue est vraiment quand même assez doué parce qu'il s'est rendu compte de cette malformation. J'étais à peu près à 12 semaines d'aménorrhée, donc c'était très tôt. Ouais. Et je me rappelle, c'était encore pendant la période Covid, donc on avait tous des masques et il a demandé à mon conjoint s'il y avait des personnes dans sa famille qui avaient également une fente palatine. Du coup, je me souviens de mon conjoint qui avait baissé son masque pour montrer justement qu'il avait une fente labiale. D'accord. Et là, en fait, les choses sont allées très vite. On nous a envoyés dans un autre hôpital les semaines suivantes afin de pouvoir constater de quelle fente il s'agissait. Voilà. Ok, donc du coup, toi, ton conjoint est né avec une fente labiopalatine. Juste labiale. D'accord, mais, ok. Ce qu'on nous a dit quand on a été à l'hôpital, c'est que lui, il avait des micro-perforations dans le palais. C'était pas troué, on va dire, comme Oscar, mais c'était des petites micro-perforations.
D'accord, ok. Voilà. Et ça lui avait posé problème dans sa vie? Est-ce qu'il a été, tu vois, est-ce qu'il a subi des opérations comme Oui. les enfants qui ont des fentes labiopalatines, etc.? Alors il a subi une seule opération pour réparer sa fente labiale. Quand il était petit, il avait 3 mois il me semble. Ouais. Et en fait, il y a 30 ans, on faisait pas forcément hyper attention au palais. S'il y avait que des D'accord. micro-perforations, il a jamais eu d'opération. D'accord, ok. Et il a pas de soucis attenant à ça. Il a un nombre incalculable d'otites depuis qu'il est enfant. Ah oui, d'accord. Donc quand même, il y a quelque chose peut-être de ce côté-là. C'est ça. C'est génétique, les fentes labiopalatines? Je ne sais même pas si j'avais posé cette question à Julie Longy. Alors, on en avait justement parlé avec Julie. Pendant la grossesse, on a fait une amniosynthèse pour être sûr de savoir si c'était génétique ou si c'était pas du tout lié à ça. Donc forcément, on n'a eu aucun résultat qui nous prouvait que c'était génétique ou pas. Mais pour les médecins, il y a quand même une part qui pourrait venir de mon conjoint. Comment tu perçois cette annonce à 12 semaines d'aménorrhée, du coup, au moment de la première écho, de la T1, c'est ça? Oui, c'était ça. Comment tu le vis sur le moment? Est-ce que tu as déjà ce projet d'allaiter et que tu sais que ça va éventuellement le mettre à mal? Comment tu... Alors en fait, j'ai pas pensé à moi, parce que je savais que ça pouvait arriver. On m'avait dit qu'il y avait une chance sur 2. Et j'en avais déjà parlé beaucoup avec mon gynécologue. Et j'ai pensé plus à mon conjoint, parce que je savais que c'était lui que ça allait toucher le plus. Moi, j'étais préparée dans ma tête au fait que ça pouvait arriver. Et j'ai pas forcément été triste sur le moment où je me suis empêchée de le montrer, on va dire. Mais je savais que oui, ça allait poser problème dans mon allaitement. Mais j'avais pas envie d'y penser plus que ça, en fait. Je savais que j'allaiterais dans tous les cas. Quand tu dis j'avais une chance sur 2, c'était que ton bébé présente une fente labiopalatine? Oui. Par le fait que ton mari en ait une, ce soit génétique, c'est ça, oui. D'accord, ok. Oui, donc c'était quand même une éventualité à laquelle tu t'étais préparée. Ah oui, et déjà pour le premier enfant, en fait. Oui. D'accord, donc en fait, c'est pas une grosse surprise. Non, c'était pas une grosse surprise. Ok. Et là, tu te dis, lui, ça va plus l'affecter que moi, donc... C'est ça. Ok. Donc je vais garder un petit peu ce que je ressens pour moi. Ça m'a pas empêché de pleurer des litres et des litres quand j'étais toute seule, mais je savais qu'il avait besoin que je sois costaud, on va dire, pour pas que lui soit triste, en fait. Pour pas qu'il soit culpabilisé. C'est ça. Qu'est-ce qui te fait pleurer des litres et des litres, comme tu dis? Est-ce que c'est l'image que tu te fais de ton bébé à ce moment-là? Est-ce que c'est que tu connais le parcours de soins qu'il y a derrière et que ça t'angoisse? Qu'est-ce qui prédomine à ce moment-là? Alors en fait, les gens, ils pensent que la fente labiopalatine, c'est quelque chose qui est très facile à réparer et puis qu'après c'est terminé. Moi, je sais que c'est pas ça. Je sais que ça va mettre beaucoup plus de temps, que c'est pas juste 2-3 opérations et puis après c'est terminé. Et je savais que ça allait prendre beaucoup de temps et c'était ça qui me faisait mal au cœur. Mais en plus, avant de passer la myosynthèse, je savais très bien qu'on allait vérifier si mon bébé avait la pathologie rénale qu'on a dans ma famille. C'est un syndrome d'Alport, ce qui provoque une dégénérescence et ce qui nous conduit en dialyse et à une greffe rénale par la suite. Tous. Enfin, plus les garçons que les filles. Voilà. D'accord, mais quoi qu'il arrive, à un moment, les reins dégénèrent. C'est ça. La maman transmet la maladie et en fait, le garçon la développe. Et du coup, pendant cette amniosynthèse, j'ai demandé à vérifier s'il y avait cette pathologie rénale ou pas. Et c'était ça qui me stressait plus que le reste. Parce que, bien sûr, j'aurais subi une IMG s'il y avait eu cette pathologie rénale. D'accord. Et ton premier bébé, t'avais fait une amniosynthèse aussi pour savoir s'il l'avait? Je savais pas que c'était possible. On a fait les résultats, les examens après la naissance. Et du coup, là, on s'est retrouvés dans l'autre sens. C'est mon conjoint qui a pris sur lui pour éviter de me culpabiliser. Ok, d'accord. Donc du coup, qu'est-ce qui ressort de cet écho? Aucune pathologie rénale. De cet écho, pardon, de cette amniosynthèse. De cette amniosynthèse. Aucune pathologie rénale et aucun problème au niveau des chromosomes et de tout ce qu'ils testent pour voir s'il y a un problème autre que la fente labiopalatine. Donc tout allait très bien. Donc bonne nouvelle. Toi, tu ressors de là plutôt rassurée. Oui, c'est ça. À ce moment-là, mais t'as pas encore idée de à quel point la fente est profonde ou pas profonde? Quand on a fait la myosynthèse, on était à peu près à 20 semaines d'aménorrhée. Ouais. Le gynécologue qui me faisait les échographies m'avait bien expliqué qu'il voyait que la fente était labiale, maxillaire et palatine. D'accord. Il le voyait déjà. La plus complète. C'est ça.
Donc tu sais que ça va quand même être un handicap à l'allaitement. Est-ce qu'à ce moment-là t'y penses ou pas encore? En fait, c'est une des premières questions que je pose quand on me dit qu'il a une fente labiopalatine maxillaire. Est-ce que je pourrais allaiter au sein? Et là, on me dit tout de suite que non, ça va être du tir-allaitement et que le mieux, c'est que je n'allaite pas du tout. Parce que ce sera trop contraignant. Ah oui, mais ça, c'est ton choix, toi, c'est pas le leur. D'accord. C'était pour eux, il n'y avait pas d'utilité, quoi. Ils avaient déjà décidé pour toi ce qui était ok ou pas ok. En tout cas, ils te disent, au sein, ça va être compliqué. C'est ça. Voire impossible. Oui, voire impossible. Toi, tu te renseignes, tu prends d'autres avis oui. Auprès de qui? Je suis beaucoup sur Instagram. Et du coup, je vois des boîtes à questions d'une IBCLC, je crois qu'elle s'appelle À hauteur d'enfant, son compte Instagram. Et je pose une question, comment allaiter un enfant avec une fente labiopalatine? Et je vois qu'elle me répond très rapidement, elle me redirige vers Julie. D'accord, et c'est là que je prends connaissance avec Julie et qu'on prend un rendez-vous ensemble pour parler d'Oscar. Et qu'elle me rassure énormément sur le fait que l'allaitement est possible, compliqué, mais possible. Et qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à l'allaitement au sein à ce moment-là, quand tu sais que c'est justement une fente complète? Qu'il faut essayer. D'accord. Qu'on sait pas comment ça peut se passer à la naissance. Qu'il faut pas perdre espoir, en fait. Ok, en tout cas, elle t'explique, comme elle l'explique dans l'épisode expert qu'on a fait, c'est le 85. Ouais, c'est ça. Si vous voulez l'écouter. Que ton bébé a tout intérêt à être allaité. Oui. Ok, donc ça te remotive? Énormément. J'avais pas du tout perdu ma motivation parce que malgré ce qu'on m'avait dit à l'hôpital, moi, mon projet était clair. Je savais que je voulais allaiter mon enfant et ça n'aurait absolument rien changé qu'on me dise que non, je ne puisse pas et que c'était impossible. Dans ta tête, le tir-allaitement est considéré comme une option ou tu te dis non, je vais y arriver au sein Je pensais pas du tout au tir-allaitement, mais vraiment pas. Je savais même pas ce que c'était en fait. J'ai tiré mon lait quelques semaines après la naissance de Léon quand j'ai repris le travail. Et ensuite, j'ai arrêté parce que j'ai demandé une rupture conventionnelle, donc ça a été très vite arrêté. Mais le tir-allaitement, je savais pas ce que c'était du tout. D'accord, donc t'as découvert ça. Mais j'ai pris le temps de me renseigner, oui. Ok. Donc tu te renseignes en prénatal auprès de Julie Longy, qui est IBCLC un peu spécialisée dans ce domaine-là. Elle te rassure et t'arrives à l'accouchement. Et donc voilà, tu vas tester de mettre ce bébé au sein. Comment ça s'est passé une fois qu'Oscar était né? Alors déjà en prénatal, Julie m'avait dit d'exprimer mon lait. Oui. Dans des petites pipettes à partir de 37 semaines. J'avais les pipettes c'est ça. Pour mettre son colostrum, C'est ça, que j'ai congelé et que j'ai apporté à la maternité. Et en fait, tout était noté dans mon projet de naissance. J'avais bien prévu qu'on n'utilise pas de biberon, qu'on utilise mon lait principalement, que j'allais l'exprimer dans une petite cuillère. J'avais vraiment suivi tous les conseils de Julie à la règle. Et le premier jour, en fait, je l'ai mis au sein, tout le temps. Je voyais qu'il tentait de déglutir, mais je pense qu'il y arrivait pas. Et du coup, je le complétais avec des petites cuillères de colostrum. D'accord, ok. Mais quand je suis arrivée à la maternité, j'avais mon ordonnance de tire-lait, je savais déjà tout ce qu'il fallait aller chercher, et mon conjoint était paré pour y aller tout de dès suite. L'accouchement, c'est ça. Ok, donc bon, tu vois bien qu'au sein, il s'en sort pas pour l'instant, qu'il déglutit pas correctement. Il essaye, mais ça fonctionne pas. Donc du coup, tu lui donnes les compléments que tu avais déjà tirés en amont pendant la grossesse. Même pas. Non. Tout de suite, tu arrives à exprimer en fait. Et les jours qui suivent, est-ce qu'il y a des gens qui t'aident pour le mettre au sein? Est-ce que toi, tu essayes de trouver une position qui convient? Comment ça évolue? Alors en fait, je me débrouille toute seule parce que dans l'hôpital où je suis, ils sont pas forcément très informés sur l'allaitement, encore moins avec des enfants qui ont une fente labiopalatine. Et je m'étais tellement renseignée que j'avais besoin de personne. Je savais mettre mon bébé au sein, je savais comment je voyais qu'il arrivait à le prendre un minimum. Et s'il le prenait pas, je le complétais et puis c'était tout. Très bien. Donc du coup, il n'y a pas eu de soucis de prise de poids, etc. T'as pu rentrer dans les temps chez toi? Je suis restée quand même 1 semaine à l'hôpital. C'était très long parce que justement, il n'arrivait pas à reprendre du poids correctement. Même à la petite cuillère, il buvait pas assez. Et puis le problème, c'est que j'avais pas encore les petits biberons cuillères pour lui donner à manger. Donc ça coulait énormément sur les côtés. Oui, donc il t'en perdait au passage. C'est ça. Est-ce que même pour boire à la cuillère, t'avais l'impression qu'il avait des difficultés à déglutir aussi?
Et il y arrivait pas à déglutir. Est-ce que t'as appelé Julie à ce moment-là, à ton IBCLC, Oui, pour on parlait échanger? Ok, et donc elle, qu'est-ce qu'elle te conseille là? De continuer en fait, de continuer à donner à la petite cuillère, de continuer à le mettre au sein, à lui proposer, à faire des tétés câlins. Ce que je fais en fait, je l'écoute. Ok, donc là tu comprends qu'il y a un tir-allaitement qui va se mettre en place. Exactement. Je le savais déjà. Comment tu le vis? Je peux pas dire que je le vivais mal parce que je savais que ça finirait comme ça. Pour moi, c'était juste dans la continuité des choses. Du coup, mon conjoint m'a ramené mon tire-lait, j'ai commencé avec un Medela Symphony pour pouvoir mettre en place ma lactation. Et puis, ça s'est fait tout seul. C'est de la discipline. Beaucoup, beaucoup de discipline. Donc ce tir-allaitement se met en place et là tu changes de contenant parce que donc avec la cuillère ça fonctionne pas bien, t'as coulé sur les côtés, etc. Donc du coup tu changes de contenant. Quel est le contenant qui vous convient à toi et à lui? Alors en fait au départ, moi j'étais toujours dans les conseils de Julie. Donc j'utilisais un petit biberon avec une cuillère au bout en fait. C'est qu'on appuie un petit peu sur les côtés pour que le bébé vienne laper et puisse prendre du lait. Le biberon dont parle Madeleine dans son épisode aussi, non? Alors le biberon dont elle parle, c'était le Nid, je crois, de chez Medela. Ah, et c'est pas la même chose? Non, c'est pas du tout la même chose. C'est vraiment un biberon avec une petite cuillère ouverte, en fait, il y a pas de tétine. D'accord, ok. C'est comme une petite cuillère et je le mettais à l'entrée, puis je bloquais avec sa fente, en fait. Ah, d'accord, tu venais bloquer. D'accord, j'ai compris. Oui, c'était pas un appui sur le biberon, c'était sur les lèvres de ton bébé. Ok, et avec ça, il s'en sort mieux, il y a moins de déperdition de lait? C'était catastrophique. Il y avait beaucoup de lait qui coulait sur les côtés, mais je voulais pas laisser tomber, en fait. J'avais toujours dans cet esprit de après la première opération, de pouvoir le remettre au sein. Voilà. Alors justement, on n'a pas parlé de ce suivi médical. Pendant la grossesse, t'es déjà dans ce parcours où tu sais un peu ce qui va se passer en postpartum et quel va être le parcours pour ce bébé, parce qu'ils sont tous des parcours très différents. Toi, qu'est-ce qui t'annonce en prénatal sur le suivi que va avoir Oscar après? Alors en fait, les hôpitaux près de chez moi, ils sont pas forcément réputés pour avoir de très très bons résultats. Et du coup, en parlant avec Julie, elle m'explique que le chirurgien de l'hôpital de Poitiers fait du très bon travail et qui répare les lèvres dès le premier mois de Oui, vie. tout de suite. Et du coup, je traverse toute la France pour aller voir le chirurgien. Mais oui, attends, t'es dans les Vosges, toi? Oui, c'est ça. Ok, donc tu décides d'aller faire opérer ton bébé à Poitiers, juste pour cette opération ou pour toutes? Pour toutes. Si je commence avec un, je termine avec le même, je vais pas... Et puis mon conjoint, je pensais qu'il était un petit peu hésitant au départ, et puis quand je lui en ai parlé, si tu veux y aller, si c'est lui qui est important, qui comprend ton allaitement, fonce, quoi. Enfin, que ce soit ici ou dans un autre pays, on ira, c'est tout. Ok, donc du coup, à 1 mois de vie... Oui. En fait, tu passes ce premier mois avec ce bébé qui a énormément de mal à déglutir, qui laisse couler beaucoup de lait. Tant bien que mal, la prise de poids se fait quand même, j'imagine, pour que ça puisse très difficilement, mais en fait, ça aurait été compliqué avec un lait n'importe lequel. C'est ça. Dans les faits, puisque c'était lui qui avait du mal à déglutir, donc c'était même pas une question de production de ton côté. Toi, tu boostais à fond. C'est ça. Avec le tire-lait, tu tirais tous les combien? Toutes les 3 heures le jour et toutes les 4 heures la nuit. D'accord, ouais, donc gros rythme. Et donc, ce premier mois se passe comme ça? À partir d'un moment, parce qu'au départ, quand je tirais mon lait, c'était un peu anarchique, je faisais un peu n'importe quoi. Je voyais un petit peu avant qu'il se réveille et je tirais mon lait. Et en fait, j'avais toujours un biberon d'avance, mais c'était pas du tout régulier. Et une maman tire-allaitante que j'avais rencontrée sur Instagram m'a beaucoup aidée à mettre en place cet allaitement. Une certaine Charlotte. Ah, aussi. Du coup, aussi, oui. Et c'est à partir de là que ça a été vraiment discipliné. D'accord, oui, où tu t'es dit, je mets des horaires, ok. Il fallait que je sois disciplinée pour que cet allaitement fonctionne. Oui, et puis au moins au démarrage, en effet, pour bien lancer la machine. Donc tu te dis, je tiens le coup, quand il va avoir 1 mois, on va lui... refermer la lèvre. Voilà, on va lui refermer la lèvre, parce que c'est la première opération, ils peuvent pas tout refermer en même temps, mais ils commencent par la lèvre et très tôt, en effet, dans certains services. Et tu te dis, ça va déjà nous aider parce que t'auras plus besoin de fermer la fente quand il boit, etc. Donc l'opération arrive. Oui. Raconte-nous. Alors du coup, on avait aussi mon premier garçon. Donc on avait posé chez mes parents qui, en fait, habitent au milieu de la route. Ah bon, parfait. C'est déjà ça de prix. Tout pile au milieu. Super. Ça fait une pause. On déjeune, on laisse le petit. C'est ça. Et quand on est arrivé à Poitiers, il était opéré le lendemain. Ça a été compliqué, mais j'ai pas vraiment de difficulté avec ça.
Et on a tellement eu de problèmes de santé dans notre famille que pour moi c'est dans la continuité des choses en fait. J'étais triste parce que mon enfant allait se faire opérer, mais je savais que c'était comme ça que ça devait se faire en fait. Tu le sais depuis longtemps que ce bébé va devoir être opéré très rapidement, donc c'est intégré pour toi. C'est ça. L'opération se passe bien? Très bien. Et alors qu'est-ce que ça change après cette première opération? Alors en fait quand il est remonté, on m'a dit que je pouvais essayer de le mettre au sein. C'est la première chose que j'ai essayé de faire. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé beaucoup de fois pendant des jours et ça fonctionnait pas. Il n'arrivait pas à faire le vide d'air en fait, parce que le palais était toujours ouvert. Quand il ouvre la bouche, en fait, on voit toutes ses narines. Donc, c'était impossible. J'y croyais vraiment, très mais ouvert c'était ce pas palais. possible. Ah bah en fait, toute la luette, toute la bouche est ouverte en fait jusqu'au fond. Donc il y avait impossibilité de faire le vide d'air et ça fonctionnait. Donc même si devant, il arrive cette fois-ci à fermer bien les lèvres autour du sein, il n'a pas la capacité d'emmener le sang en fond de bouche, de le maintenir et de faire la dépression pour qu'il vienne en fait aspirer l'air du sein. C'est ça. Au bout de quelques jours, j'imagine que tu as continué ton tir-allaitement pendant ce temps-là. C'est ça. Au bout de quelques jours, t'arrêtes de lui proposer le sein? Comment ça se passe? On faisait toujours des tétés câlins en fait. Mais je savais que c'était pas nutritif. C'était juste pour le consoler, pour lui faire du bien et puis... Et c'est déjà pas mal. C'est ça. Alors du coup, quand on est rentré de l'opération chez mes parents pour récupérer mon fils, j'en ai profité pour changer de tire-lait, parce que le Medela Symphonie c'est bien, mais beaucoup trop encombrant. C'est vrai que quand on tire à l'aide pendant un moment, le Medela Symphonie commence à être un peu encombrant, ouais. C'est ça. Du coup, j'ai pris le Spectra S1, qui est beaucoup mieux. Ouais. Et voilà, je suis toujours très avec efficace celui-là aussi. Actuellement, c'est ça. Ok, t'es toujours avec ça. Quel est le timing pour la prochaine opération, puisque j'imagine que l'opération d'après, ils envisagent de commencer à refermer au niveau du palais. Il a été opéré la deuxième fois, c'était au mois de novembre. Donc il y a quand même un gros laps de temps entre... Il avait quel âge? 10 mois, à peu près. Est-ce que tu comprends à ce moment-là que tu dois faire le deuil de ton allaitement au sein, que c'est officiel? Toujours pas. Toujours pas, en fait. J'avais toujours espoir. Et j'ai toujours espoir de parvenir à le remettre au sein. Alors tu te dis quoi? Tu te dis j'attends la prochaine opération, ou tu te dis non, en fait on va retenter régulièrement et peut-être qu'avec le temps il va mieux s'en sortir? Comment t'envisages le truc dans cette idée de le remettre au sein? J'ai laissé tomber au bout d'un moment. Il y avait toujours cet été câlin, mais je savais que c'était le tir-allaitement qui allait lui apporter ce dont il avait besoin. Ouais. Et je me prenais plus la tête par rapport à ça. J'avais pas fait mon deuil, c'était toujours dans un coin de ma tête. Ouais, t'as gardé ce petit espoir quelque part, mais par contre, t'es bien consciente que la situation, impose un tir-allaitement en l'état anatomique de son palais. Exactement. Cette période-là se passe sans encombre, toi, pour le tir-allaitement, Le tir-allaitement, c'est compliqué, mais en même temps, c'est une habitude, c'est tout. C'est de la discipline. Pour moi, c'est vraiment le mot maître de mon tir-allaitement, c'était de la discipline. Ouais, j'imagine. Se lever à 3 heures toutes les nuits, ça fait 15 mois que je le fais. Il y a des jours où ça va, puis il y a des jours où c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais je me lève dans tous les cas. Je me rappelle des débuts où je m'endormais pendant que je tirais mon lait et où mes tétrelles se renversaient par terre. Et là, c'était dramatique. Ah ouais, non, là, ça va pas, ça. Je pleurais toutes les larmes de mon corps parce que je m'étais levée pour rien et parce que tout ce que j'avais tiré, c'était par terre. Ouais, donc l'épuisement. C'est ça. Et en plus, avec un petit garçon de 3 ans au-dessus, c'est pas forcément facile à gérer. Et je sais que très souvent, pendant que je tirais mon lait, Oscar avait faim. Quasiment à chaque fois. Et le transat up and down de Béaba a été parfait. Vraiment parfait. Je pouvais lui donner en même temps que tirer mon lait, en fait. Donc c'était super pratique. T'as tenu ce rythme de 3 heures la journée, 4 heures la nuit pendant combien de temps? Alors j'ai dû passer à 6 tirages... par 24 heures? Mars-avril, oui, c'est ça. Et je suis passée... En fait, quand j'arrivais à la production d'1 litre, je restais comme ça une quinzaine de jours, et après je ralentissais un tirage. C'était des conseils que le groupe des tir-allaitantes m'avait donné. Et cette Charlotte dont je parlais, que j'ai suivi à la lettre en fait, et qui ont été très bénéfiques pour nous. Et j'ai pu aussi mettre énormément de stock au congélateur. Stock qu'il ne veut pas boire du tout. Non.
Je dois avoir à peu près 60 litres au congélateur qu'il ne boit pas. Qui me non. sert à faire des cosmétiques à la place ou toute autre chose, quoi. Peut-être il le boira plus tard. Peut-être. Bah, je crois que c'est pas Madeleine qui racontait ça, justement. Qu'au début, elle voulait pas boire et qu'après, finalement, elle s'est mise à aller boire les stocks de lait. J'ai entendu qu'elle lui avait donné le matin et que ça passait. Ouais. À tenter. C'est ça. Ah bah, donc, 60 on en a litres. pas besoin. Ouais, c'est ça. Ok, donc jusqu'il y a 1 an, tu tiens ce rythme-là. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu diminues? Alors, donc du coup, au mois d'avril, Oscar a eu un problème de santé. C'était juste après son baptême. D'accord. On rentrait d'une balade, en fait, et puis j'ai voulu mesurer son tour de tête pour commander un chapeau. Petit aparté du sujet des fentes labiopalatines. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il a pris 2 cm de tour de tête en 2 semaines. Et pour moi, c'est grave. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible de prendre 2 cm et que ce soit normal. Que c'est toi qui l'as mesuré il y a 2 semaines déjà? Non, c'était le médecin qui avait mesuré. Et en fait, quand moi j'ai mesuré, j'ai vu que c'était pas pareil par rapport au carnet de santé. Parce que je me souvenais très bien de ce qui avait été mesuré. Donc je suis allée chercher tout de suite pour vérifier tous les tours de tête de toute la famille pour voir s'il y avait pas quelque chose qui allait pas. Ouais. Et du coup, j'ai appelé l'hôpital pour prévenir qu'il y avait quelque chose, et en fait, on m'a gentiment remballé en me disant que c'était une mauvaise mesure, et qu'on verrait ça le mois prochain. Mais mon instinct de maman m'a bien fait comprendre que non. Il fallait que je pousse les choses, que c'était pas du tout normal. Il avait un comportement qui avait changé? Non. Non, pas du tout. Il était toujours aussi calme, toujours aussi apaisé. Je trouvais qu'il pleurait peut-être un peu plus que d'habitude, mais ça m'a pas forcément tilté, en fait, c'est ça. Et du coup, on a été très vite envoyés dans un grand hôpital parce que c'était, ça faisait partie d'un des symptômes du syndrome du bébé secoué. En fait, il avait trop d'eau autour de la tête. Autour du cerveau, ouais. Et donc, du coup, ça appuyait sur le cerveau d'un côté, ça appuyait sur l'os de l'autre, ça faisait gonfler le périmètre crânien. Exactement. Et en fait, on m'a expliqué que si j'avais pas insisté, il aurait pas vu ces 4 mois. Ah bon, d'accord. Et ça va. Voilà. Donc ça a été très très compliqué. D'où sortait cet épanchement, du coup? On sait pas. À l'heure actuelle, on sait toujours pas. Ok. Mais il fallait gérer ça. Gérer le fait qu'on était suspecté de maltraitance sur son enfant. Et oui, bah oui. Et aussi gérer ce tir-allaitement. Oh là là là. Encore en plus. C'était hyper compliqué. Ça a été très très compliqué à... Attends, parce que du coup, vous êtes séparés de lui quand il y a suspicion de maltraitance comme ça? Oui, ils ont tenté de me séparer, mais en fait, il pleurait tellement que c'était pas possible. D'accord. Donc ils l'ont ramené dans ma chambre, et puis en fait, il pouvait juste pas dormir avec moi, il dormait dans son lit à côté, mais je pouvais lui faire des câlins, mais par contre, tous les examens, oui, j'étais écartée. Je pouvais pas être là. Voilà. Comment on le vit, ça? Là, c'était très dur. Tu penses que il a été qu'avec toi, Oscar, à cette période-là, donc tu sais qu'il s'est rien passé de la sorte? Il a été avec mon conjoint, puis avec mes parents. Et du coup, l'hôpital me demande de vérifier auprès des gens avec qui il a été s'il aurait pu avoir un problème. Oh là là. Et c'est quand même compliqué de demander à sa famille s'ils ont fait du mal à son bébé ou pas. Et personne n'avait fait de mal à mon bébé, j'avais confiance, donc on sait toujours pas de quoi c'est venu. D'accord. Et ça peut arriver comme ça aussi, un épanchement, c'est ce qu'ils ont dit après à l'hôpital. C'est ça. Il y a d'autres signes que cet épanchement dans le syndrome du bébé secoué, et lui, il ne présentait pas les autres signes aux examens, c'est ça? Il n'avait pas de sang dans la tête ou d'hématome, en fait. Oui, donc en fait, au bout d'un moment, cette histoire de maltraitance a été écartée. Après l'opération, quand l'ophtalmo est venu faire le fond d'œil, il m'a dit tout va très bien, il n'y a aucune... la suspicion élevée, en fait. Oui, donc t'as eu le fin mot de l'histoire, c'est sûr, il n'y a pas eu de maltraitance, en tout cas. Oui. Ok, donc... Comme si ça suffisait pas dans l'histoire. Exactement. Il nous a fait un petit épanchement, comme ça, il s'est dit que ça allait être sympa, ça allait mettre un peu de piment dans la vie. Ouais. Et toi, il faut que tu maintiennes ton tir-allaitement pendant ce temps-là. Tu maintiens le même rythme? Oui. Avec le stress généré, est-ce que ça fait baisser ta lactation? Est-ce qu'il y a des histoires comme ça ou non, même pas? Un petit peu. Mais du coup, je booste. Ouais, toi, t'es une guerrière, là. C'est la discipline, toujours. Ah ouais, là, c'est militaire. Je lâche pas l'affaire parce que je sais que si je me laisse aller, c'est terminé. Oui, tu sens que si jamais tu baisses la garde, t'abandonnes. C'est ça. Donc tu te dis non, là je vais rien baisser. Si je laisse aller mes sentiments, ma tristesse, ma colère, je sais que ça va s'arrêter. Je reste focus sur mon allaitement. Bien. Une fois cet épisode passé. Donc ils lui ont posé une dérivation ventriculo-péritonéale, donc c'est un fil qui rejoint
les ventricules et qui redescendent jusque dans le péritoine pour évacuer l'eau. Ça s'est plutôt bien passé. Par un moment, elle s'est mise à enfler, donc elle a vraiment triplé de volume. Donc on a été de nouveau hospitalisés, il y a eu de nouveau beaucoup de stress. Et puis en fait... Oui, parce que là, vous rentrez à la maison avec cette dérivation. Tout est rentré dans l'ordre au fur et à mesure des mois. Mon tir-allaitement a continué comme il s'était passé. Je me souviens qu'on était même passé sur une période à 4 tirages par jour. Je faisais 3h, 9h, 15h, 21h. Et puis... c'était devenu un truc sympa. C'était super. Et en fait, j'ai eu mon retour de couche. Et là, voilà, c'était plus possible de rester à 4 tirages. Il a fallu rebooster à ce moment-là. T'as senti qu'au moment du retour de couche, les fluctuations hormonales que ça générait venaient impacter ta lactation. Donc je suis repassée à 6 tirages par jour. Et là, on recommence. Dont celui de la nuit. On commence avec la vaisselle, avec tous les tirages et tout ce que ça implique en fait. Donc c'était hard. C'est à quel moment que t'as ton retour de couche ? Au mois de septembre. D'accord. Donc là, il a 8 mois. Il a 8 mois. Donc à 4 mois, c'était le moment de l'épanchement. Enfin 3-4 mois. Là, il a 8 mois. Et à 10 mois, il va se faire réopérer. Comment t'abordes cette seconde opération ? Donc vous retournez à Poitiers ? Ouais, on retourne à Poitiers. Donc là, je décide de prendre un VSL. C'était plus facile. J'avais pas besoin de penser à toute la route. Un quoi ? Un taxi. Ah, un taxi. Pour y aller, c'était quand même plus pratique. Je dépose mon fils chez mes parents et puis on descend tout de suite à l'hôpital. Donc on arrive, l'opération se déroulait le lendemain. Pareil, l'opération s'est bien passée. Sauf que quand il s'est réveillé, en fait, il avait du sang qui coulait en arrière-gorge. Donc il avait un petit peu de sang. Donc elles ont essayé d'aspirer comme elles pouvaient. Et en fait, quand il a ouvert la bouche, je voyais déjà qu'en se mettant à crier, ça se rouvrait. Le trou était déjà là. Donc là, cette opération, elle était censée refermer tout le maxillaire ? Ah non, pas le palais osseux. C'était tout le palais souple. La luette, plus tout le palais souple. Le palais osseux, c'est plus tard. D'accord. Qu'il le fait. D'accord. Donc là, c'était l'opération pour le palais souple. Donc quand vous mettez votre doigt dans votre bouche et que vous sentez votre palais, vous avez un palais dur. Et si vous le mettez vraiment plus loin, ne vous faites pas vomir, mais vous avez le palais souple derrière. Et donc là, c'était l'opération pour le palais souple. C'est ça. Et en fait, tu te rends compte, à peine l'opération terminée, que ça ne tient pas, cette histoire. Là, ça a été plus compliqué, parce que du coup, Oscar n'était pas diversifié, comme on me l'avait demandé, mais c'était pas possible, il voulait pas. Donc, il fallait lui donner du lait autrement qu'au biberon. Je voyais pas trop l'intérêt du fait que c'était déjà retrouvé, donc on aurait très bien pu lui repasser au biberon, mais on a quand même voulu donner à la pipette. Donc en fait, les petites seringues de Doliprane, on donnait avec ça. Je crois qu'on est resté 3 jours à l'hôpital, et au bout de 3 jours, il mangeait toujours quasiment rien, peut-être 200 millilitres par jour. C'était rien. Oh là 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 là, à son âge, bah oui, ça va pas là. Et c'était hyper stressant de repartir comme ça. Pourquoi il voulait pas être diversifié ? Tu penses qu'il avait des difficultés ? Toujours ce problème de déglutition en fait. Ouais, toujours cette histoire de déglutition. Il met les aliments dans sa bouche, mais il avale pas. Et il met dans sa bouche, c'est un bien grand mot, hein. C'est vraiment ce qui l'intéresse en fait. Ouais. Oui, bah j'imagine qu'il doit être un peu sélectif. Ouais. Donc là, tu repars avec un bébé qu'il faut nourrir à coups de pipette de Doliprane à 10 mois. Donc voilà, si vous avez déjà eu un enfant à 10 mois, ça mange beaucoup. C'est pas 200 millilitres dans la journée, c'est vraiment plus que ça. C'est plutôt 200 millilitres à chaque biberon. Et comment ça se passe à la maison ? Pipette de Doliprane sur pipette de Doliprane toute la journée ? Enfin, de Doliprane, de lait dans des pipettes de Doliprane. Oui, c'est ça. Les premiers jours, c'est un peu compliqué, mais après, je prends le coup de main. Donc, en fait, ça va, hein, je le mets dans son transat, je le relève, et puis je lui mets 10, 20, 30, 40 pipettes de 5 millilitres. Et lui, il s'en sort avec ça. Donc, cette opération, en fait, est un échec. Il va falloir le réopérer, n'est-ce pas ? Et ça, c'est prévu à quel moment ? C'était prévu au mois de juillet cette année. Ah, donc ce n'est pas encore arrivé. La réparation de cette opération qui n'a pas abouti. Donc tu es toujours avec tes pipettes de Doliprane en ce moment ? Il a repris le biberon quelques jours après. D'accord, ok. Ça a duré quelques jours et ensuite il a pu reprendre son biberon. Ok. Il prend des biberons classiques depuis quand ? Alors maintenant, en fait, après la première opération, en fait, il avait beaucoup de coliques. Et je voyais bien qu'il avalait trop d'air en même temps que de boire son lait. Ah oui. Donc j'ai insisté, puis on est passé aux biberons MAM qui sont super bien. Et il boit avec ça depuis.
Oui, parce que les biberons âmes, comme ils sont courts, plats, en fait, ils ont juste à pincer et le lait arrive à couler, ça. quoi. Ouais, ils sont pas vraiment recommandés pour des bébés qui tètent correctement, mais c'est vrai qu'il y a des cas comme ça où, et même parfois moins grave, on va dire, que votre histoire à vous, mais où ça peut compenser un problème de succion. Donc il prend ses biberons MAM, ton loulou, il a réussi à les reprendre quelques jours après l'opération de ses 10 mois. Aujourd'hui, il a 15 mois, et donc il va être opéré en gros dans 3-4 mois là. C'est ça. Ok. Et toujours pas de diversification, il s'en sort pas. Il est toujours pas diversifié. Est-ce qu'on t'a proposé des solutions pour essayer de le diversifier, autre que juste toi? Est-ce qu'il n'y a pas un orthophoniste qui peut entrer dans la danse, un ergothérapeute, quelqu'un comme ça? Alors du coup, si on m'a proposé de faire des séances d'orthophonie pour des troubles de l'oralité, parce qu'ils estiment que ça va finir comme ça. Bah ça rentre dans ce cadre-là, en tout cas, de prémices, d'histoires comme ça, parce que il faut que ton chouchou puisse découvrir les textures, les couleurs, les aliments, etc. C'est ça. Et du coup, chez nous, les délais d'attente sont entre 6 mois et 1 an. Ouais, comme un peu partout. Hein, je veux dire, moi je suis à Paris et c'est pas facile super non plus. Donc du coup, il boit toujours exclusivement que mon lait. Oh, mais quelle pression pour toi. Je dirais pas que c'est une pression. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Je me suis habituée, en fait. C'est pas quelque chose qui vient te mettre la pression au quotidien, de te dire qu'il y a que ça qui fonctionne. Non, en l'occurrence, d'ailleurs, si demain t'en pouvais plus, la texture lait, il pourrait la prendre d'un lait industriel, certainement. C'est ça, mais ça n'arrivera pas. Non, mais j'ai bien compris. J'ai bien compris que c'était pas du tout ton souhait, mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, toi, t'as envie de maintenir ton allaitement et c'est ton choix. Mais la texture lait, tu pourrais la trouver pour le coup ailleurs. Et donc, donc du coup, je me trompe un peu si je dis quelle pression pour toi, parce que toi, ça te convient comme ça pour l'instant. Ok. Et donc, tu te vois continuer comme ça, tranquillement, sur ce rythme-là. Là, t'en es à combien de... 5 tirages par jour. 5, 4 la journée, 1 la nuit, c'est ça? T'arrives à bien entretenir tes quantités de lait? Je suis toujours... T'es assez confiante sur ça? Entre 950 ml et 1 litre par jour. Ouais, donc c'est vachement bien. Et lui, il boit combien en gros dans la journée? Il boit tout, bah oui, comme il est pas diversifié, du coup, il mange quand même pas mal. Puis il boit toujours à la demande, c'est-à-dire qu'il est pas du tout réglé sur des biberons, il va boire tout le temps. Et la nuit, il peut se réveiller 5 fois, 10 fois pour boire. Ah oui, c'est éreintant comme rythme. Oui, surtout qu'il faut se lever maintenant pour aller à l'école pour le plus grand. Oui, pour Léon. Comment vous allez, vous, au milieu de tout ça? Je vais pas encore réussir à dire que c'est compliqué, même si je le sais qu'intérieurement, je le ressens. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, que j'ai beaucoup de mal à laisser transparaître quelque chose, parce que je sais que si je laisse sortir un peu ce que je ressens par rapport à ça, ça peut être toujours un petit peu dangereux pour moi. T'as peur que ça sorte trop si ça commence? Et je sais que c'est pas facile, mais je me sens pas vraiment fière de ce que je fais. Pas du tout. Ah bon? Pour moi, il serait... C'est juste normal. Voilà, c'est juste ce que je lui dois, en fait, parce qu'il est né comme ça. Et que c'est pas de sa faute. Le moindre que je puisse faire pour lui, c'est de lui donner mon lait autant qu'il en a besoin. Et pas. Tu te sens coupable? Oui. Il mérite pas tout ça. Non, mais toi non plus. Non, c'est sûr. Il y en a aucun de vous qui mérite toutes ces difficultés, tu vois. Mais c'est pour ça que... C'est vrai que lui non plus, mais toi non plus, pas plus. Mais c'est compliqué de penser à moi, alors que je dois penser à lui avant. Oui, évidemment. T'es une maman et... C'est ça. Tu me fais pleurer. T'es une maman et ça a beau pas être de ta faute du tout, tu culpabilises de ce qui peut se passer pour ton bébé. Entre ça et ses problèmes pour la tête, ça a été vraiment une année... On n'a même pas profité de son année, en fait. Il a 1 an, je l'ai pas vu grandir, en fait. Donc oui, j'aimerais bien que ça puisse s'arranger. Qu'il puisse manger correctement, même si je sais que ça va prendre du temps. Ça va venir, ça va prendre du temps. Est-ce que t'as l'impression de t'oublier complètement toi dans cette histoire? Oui. Là, je commence seulement à me dire que je reprends une activité sportive pour me faire du bien. Parce que Oscar a ses problèmes, mais j'ai aussi mes problèmes de santé. J'ai quand même de l'hypertension, une hypothyroïdie, des problèmes rénaux auxquels je ne fais pas attention. Je prends mes traitements, mais j'y pense pas en fait. C'est vraiment tout pour mes enfants. Et maintenant, je sais que j'ai besoin de me retrouver un petit peu entre mes horaires de tirage, bien sûr. Là, tu sens que
que le moment commence à arriver où il faut que tu remettes un petit peu le curseur vers toi. C'est ça. Parce que tu sais que c'est magnifique et qu'on ferait certainement quasiment toute la même chose pour nos bébés, mais que il faut que toi tu tiennes debout. C'est ça. Enfin, que vous teniez debout avec ton conjoint pour que eux ils aillent bien. Donc Oui. tu sens que là c'est comme si c'était un peu le moment de redéplacer le curseur. Dans ma famille, pour que tout se passe bien, il faut que moi j'aille bien. Parce que ce soit mon conjoint ou mes enfants, tout le monde compte sur moi en fait. Je sais très bien que je suis le noyau si moi ça va pas. Mon conjoint il est perdu, enfin mes enfants c'est pareil, donc il faut que je décide moi-même du temps que je vais prendre pour moi pour pouvoir que tout se passe correctement. Tout en pensant à cette pression dont tu parlais tout à l'heure par rapport à... Ouais, là pour le coup c'est un peu la pression. Oui, c'est ça. Est-ce que tu vois des choses qui pourraient être mises en place pour pour te décharger un peu de cette pression? J'ai repris une activité sportive pour me libérer l'esprit. Ça te fait du bien? Et ouais, mon Dieu, oui, ça fait vraiment du bien. Ok. Est-ce que tu penses que si t'enlevais ce tirage, soit la nuit, soit en journée, pour te décharger en termes de timing, est-ce que tu penses que ce serait dangereux pour ta lactation? Oui. Ouais. Ça tiendrait pas. Ça tiendrait pas. Ok. Je retire celui de la nuit, ça tient pas, c'est sûr. D'accord. Et actuellement... Ah, un bébé. Et actuellement, dans l'équation, c'est ce tir allaitement qui compte. Le plus. Le curseur, il est de ce côté-là. Ok. Tu vas aller le chercher? Oui, je pense que je vais aller le chercher. On a Oscar qui va arriver. Salut Oscar! On a Oscar qui est arrivé avec nous, puisqu'il dormait à côté. Il était silencieux. Oscar, je peux vous dire, n'a pas du tout une tête de bébé qui manque de quoi que ce soit. Pas du tout. Il a des bonnes joues. Tout a l'air de bien rouler dans les cellules adipeuses des joues là d'Oscar. Ok, donc c'est quoi là la suite pour toi, Eve? Comment tu vois les mois qui arrivent? Tu maintiens ce rythme de tirage, ça j'ai compris. C'est ça. Jusqu'à ces 24 mois, je pense. Jusqu'à ces 2 ans. Ok. Et je pense qu'après, je ralentirai tout doucement, parce que ce sera déjà très très bien. Mais mon objectif était 24 mois. Oui, et que d'ici là, il faut avoir trouvé une solution pour le diversifier. C'est ça. De façon plus sereine. En ayant toujours dans un petit coin de ma tête qu'après l'opération du mois de juillet, je puisse essayer de le mettre au sein. Ok. Bon bah, faudra nous raconter ça. Oui. Aucun problème. Surtout ça, comment ton conjoint, il prend sa place, tu vois, dans cette équation-là? Au sein de cet allaitement, Il est ok avec ce choix-là, de continuer, tu vois, du rythme sûr. Que ça t'impose, etc. C'est un truc dont vous aviez discuté peut-être aussi? Pour lui, l'allaitement, Pour lui, l'allaitement, c'est primordial. Donc, on était d'accord tous les deux sur ça, quoi. Oui, donc il est content que tu... Oui, que je tienne malgré tout, oui, c'est ça. Si tu devais arrêter, tu penses qu'il serait déçu? Non. Non. Non, pas du tout. Il est déjà très fier du chemin que j'ai parcouru. C'est moi qui serais déçue de moi-même. C'est toi qui serais déçu. Oui. Donc en fait, il est soutenant. Oui. Il me réveille la nuit. C'est lui le réveil de 3 heures. Quand j'arrive pas à me réveiller, il me réveille, oui. Bah oui, tu dois être épuisée. Ah oui, vraiment. Je pense que le jour où je passerai une nuit complète, je sais pas, ce serait magique. Bon, avec un enfant de 3 ans et un de 15 mois, c'est-à-dire que bon, les nuits complètes, c'est quand même un concept. Hein. C'est ça. Quoique 3 ans, c'est quand même, ça pèse, mais... Oui. Mais bon, il y a quand même de temps en temps un petit chouin-chouin au milieu de la nuit qui fait qu'on se réveille, même s'il n'y a pas de deuxième de 15 mois avec une fente labiopalatine, tir à l'été. Exactement. Dernière question que je voulais te poser, au niveau travail, parce que tu nous disais que pour Léon, t'avais fait une rupture conventionnelle et que du coup, c'était ça qui avait d'ailleurs fait que t'avais pas beaucoup tiré ton lait. Là, pour Oscar, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu travaillais avant d'accoucher? Est-ce que t'as repris, pas repris? Alors, pour l'instant, j'étais en création d'entreprise avant de tomber enceinte d'Oscar. D'accord. Parce que je voulais être secrétaire à domicile.
et puis reprendre des dossiers pour les professionnels depuis chez moi. D'accord. Ce qui s'accommodait le plus avec une vie de maman avec 2 enfants, de pouvoir travailler et gérer mes horaires comme je le désirais. Et en fait, quand on a su pour les problèmes d'Oscar, on m'a tout de suite parlé de l'allocation AJPP, qui est versée par la CAF pour les enfants porteurs de maladies ou de problèmes de santé. Et actuellement, je suis toujours avec cette AJPP. Voilà. Ce qui te permet de maintenir ton rythme avec lui et de t'occuper de lui au quotidien. C'est ça. Et là, je pense que on n'aura pas le choix que de faire un renouvellement exceptionnel parce que la situation ne le permet pas du tout. Sa fente est toujours présente et il a toujours besoin de moi tout le temps. C'est quasiment impossible de le laisser à quelqu'un, sachant qu'il s'étouffe encore parfois avec son lait aussi, donc c'est quand même assez compliqué. Oui, ce serait trop anxiogène de pouvoir le confier. C'est ça. Ok, bon bah écoute, hâte d'avoir la suite, hâte que ça se décante pour vous et que ce rythme de folie que tu tiens puisse à un moment s'apaiser. Que vous trouviez un équilibre plus facile, même si j'entends que tu tiens la route et que tu as une volonté de faire, mais bon, on aspire tous à plus de douceur, quoi. Je tiens parce qu'il le faut. Ouais, voilà, parce que tu te laisses pas le choix. Compliqué, c'est ça. Bon, en tout cas, je dirais, prends soin de toi, ne t'oublie pas au milieu de tout ça. Surtout si, comme tu le dis, tu es l'élément central de cette affaire et qu'il faut que tu tiennes. Alors, n'oublie pas de prendre soin de toi pour trouver l'équilibre et pour ne pas flancher à un moment. Et puis voilà, la prochaine opération arrive à la fois c'est long 3 mois et à la fois c'est demain. Oui, c'est ça. Et puis le rendez-vous orthophoniste après, et puis cette diversification qui, je te le souhaite, va se mettre en place parce que je pense que ça soulagera aussi beaucoup de choses. Voilà, on vous souhaite plein de bonnes choses, on attend de connaître la suite, et d'ici là, merci d'avoir livré ton témoignage. Merci à Milkshaker de m'avoir écouté. Mais non, c'est vraiment avec plaisir. Et puis merci Oscar de nous avoir rejoints et d'avoir gratouillé des trucs autour de nous de façon à ce qu'on ait un son moins bon qu'au démarrage. Je te dis merci beaucoup Eve, et à très bientôt. Merci beaucoup Charlotte, à bientôt. À tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur milkshaker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de Milkshaker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast, et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suresnes dans les Hauts-de-Seine au centre IG4U que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte-bergerot.fr, et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. À très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshaker autant que vous le voudrez, et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.